en 1688. Parlons de l'Angleterre. Il y a les Stuarts qui se battent avec Guillaume d'Orange. Oui. Il y a le roi qui se bat avec le Parlement. Les sources de la Révolution de 1688, est-ce qu'elles sont idéologiques, foi, roi contre Parlement? Est-ce qu'elles sont religieuses, catholiques contre protestants? Est-ce qu'elles sont géopolitiques, France, Angleterre? Il y a une vieille tradition libérale en Angleterre qui date de la Magna Carta et de Jean Santerre, 1240, qui fait que les corps intermédiaires, dont notamment le Parlement, ont une importance plus nette qu'elle ne l'avait en France. L'Angleterre n'est pas anti-catholique en elle-même, puisque l'Église anglicane, enfin, la théologie anglicane, c'est pratiquement la même que la théologie catholique avec la Sainte Trinité, etc. Mais elle est antipapiste, parce qu'elle préfigure peut-être ce qu'on appellerait aujourd'hui une nation, c'est-à-dire un système politique fondé sur la liberté et le droit des gens, et qui n'accepte, ce qu'on verra plus tard, l'autorité que quand elle est absolument nécessaire. Et c'est Thomas Hobbes qui est l'idéologue de cet élément, qui dit le pouvoir vient du peuple. Et donc, en 1688, on annonce que le fils de Jacques II est né. Donc, il y a une dynastie catholique qui peut se créer. Et à ce moment-ci, tout l'Angleterre se soulève. Il n'y a pas eu de sang versé, parce que tout de suite, le roi s'est trouvé nu. Il n'y avait personne, même ses plus fidèles soutiens lui ont tourné le dos. Et quand Guillaume III arrive des Pays-Bas, des Provinces-Unies, comme on l'appelait à l'époque, il débarque avec une armée, on lui ouvre, il n'y a pas de résistance, on lui ouvre un champ complet, et il arrive en disant « Je maintiendrai », ce qui était la devise des Nassau, des princes d'Orange, et il a ajouté « les libertés religieuses de l'Angleterre ». Et donc, c'est une monarchie parlementaire qui se met en place et qui est évidemment contre les monarchies absolutistes de l'Europe et de Louis XIV notamment. Alors justement, on arrive à Louis XIV. Alors, même question, c'est la foi contre la raison, c'est les dévots contre les libertins. Il faut essayer de m'en dire un peu plus. Alors, les libertins, c'est au XVIIe siècle le pendant des Lumières en Angleterre. Bon, les Lumières en Angleterre, c'est trois grands personnages, c'est Bacon pour la connaissance, Thomas Hobbes pour la base politique, et Locke pour la tolérance, je dirais pour la nation. Donc, en France, il y avait la même évolution qui part de Montaigne, et qui va trouver sa place dans ce qu'on appelle les libertins, mais j'ai pris le terme de libertinisme parce que le mot de libertin est maintenant trop connoté, je dirais à dessein. Pourquoi? Parce que on est aussi sur la base d'une monarchie tempérée. Alors, depuis Philippe le Bel, la monarchie a petit à petit repris du pouvoir, mais à partir de Richelieu, elle va vers le pouvoir absolu. Richelieu est un théoricien de l'État et il estime que le roi doit régner de manière absolue et de droit divin. Louis XIII et Richelieu vont essayer de diminuer, de museler les pouvoirs du Parlement. Et notamment, le premier pouvoir du Parlement, c'est d'autoriser les nouveaux impôts. C'est une question de gros sous. Le Parlement refuse. Richelieu fait arrêter les deux parlementaires. Paris se soulève, 1648. C'est la Fronde. Là encore, on fait passer la Fronde pour une espèce comment dirais-je, d'humeur batailleuse ou vagabonde du peuple. Ça a été une véritable émeute qui préfigure celle de 1789. Alors maintenant, on va passer en 1736 en France, Grande Loge de France. Il y a une opposition jacobite par rapport aux hanovriens. Dites-nous-en un peu plus. Alors, j'ai fait des recherches et je me suis appuyé à l'époque
je me suis appuyé sur la presse de l'époque. J'ai recherché les articles de presse qui en parlaient. J'en ai trouvé beaucoup. Hein, et du coup, ce qui n'y est pas a peu de chances d'avoir existé. Bon. Ah, Oui, parce que non, mais la presse est très disert, hein, elle raconte beaucoup de choses. J'ai trouvé plus de 350 articles concernant la franc-maçonnerie sur cette période. Or, là, je n'ai pas trouvé de traces avant 1736 des jacobites. Il y a 3 loges qui se sont créées je dirais, par des fondateurs hanovriens, le duc de Richmond, Jean-Théophile des Aguilliers, qui est venu. Il y a donc la loge du bas d'argent, hein, Louis d'argent, pardon. Il y a la loge de. Il y a la loge de 2 ducs qui sont créés mais et qui sont des ducs d'appartenance hanovrienne. Alors, sans rentrer dans les détails, quelles étaient les oppositions et comment ont émergé les deux tendances? Alors, je pense que effectivement les jacobites et notamment le comte de Derwentwater a voulu créer une loge sur le modèle des loges hanovriennes, donc c'est le contraire qui s'est fait, sur le modèle des loges hanovriennes, parce qu'il s'est aperçu que c'était un bon système pour récolter des fonds et appuyer le prétendant. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jacques III, Jacques II est mort en 1701, Jacques III est le prétendant et il est soutenu par Louis XIV, par l'Europe catholique, par le pape, hein, et qui avait essayé de lui redonner son trône. Hein. Entre 1688 et 1747, qui verra la dernière bataille perdue, il y a eu 7 tentatives de débarquement en Angleterre pour restaurer les Stuarts sur leur trône. Alors, la question que je me suis posée, c'est pourquoi il est devenu grand maître des loges de Paris. Parce que pour l'instant, c'est les loges de Paris. Hein, j'ai retrouvé une réponse dans le fait qu'à partir de 1714, il y a la monarchie hanovrienne qui vient et elle essaie de concilier tout le monde. Donc, elle essaie de rallier les jacobites à sa cause. Et c'est notamment ce qu'elle fera avec Wharton. Wharton, qui est un jacobite, qui sera grand maître en 1722, a les faveurs de Georges Ier parce qu'il essaye, c'est un personnage brillant, Wharton, hein, il essaye de le rallier à sa cause. Après la bulle du pape en 1738, hein, il va fermer Saint-Thomas et il va démissionner et il va passer complètement du côté prétendant. Passons en Amérique, parce que là, on aborde Léograde. Et oui, absolument. vous avez un regard sur Léograde qui me paraît très intéressant, parce que finalement, en Amérique, il y a des tendances au grade qui sont amenées par les Français. Les Anglais n'ont pas de haut grade. Est-ce que cette création est une manière de contester l'Angleterre? Et la France, là-dedans, quel jeu joue-t-elle? Mais la maçonnerie des modernes, hein, j'entends bien, la maçonnerie des modernes est contre les hauts grades. Elle est contre les hauts grades parce qu'elle estime que les hauts grades rompent l'égalité en loge. Les modernes anglais, la Grande Loge d'Angleterre, qui jusqu'en 1751 est la seule grande loge qui existe, refuse les hauts grades. Elle refuse tellement les hauts grades qu'en 1813, quand il y aura la fusion entre la Grande Loge des Anciens et la Grande Loge des Modernes, c'est la seule demande des modernes sur laquelle ils appuieront, hein, ce qui fait que dans le rite actuel des Anglais, il n'y a que 3 grades, sauf qu'effectivement, le grade de maître se divise entre maître et Royal Arch. Alors, pourquoi cette réussite en Amérique? Alors, parce qu'effectivement, il y a un élément patriotique, parce que Louis XV s'était fait complètement rétamer pendant la guerre de 7 ans, il avait perdu toutes les colonies. Effectivement, Louis XVI, qui arrive après la mort de Louis XV en 1974, essaye de compenser un peu je dirais, la mauvaise image qu'avait son
son père, son grand-père, en France, et il va se lancer effectivement, alors il va se lancer dans la guerre avec l'Angleterre pour soutenir les USA. C'est un prétexte, hein, mais pour lui, c'est une manière de redorer le blason militaire de la France. Et effectivement, à ce moment-là, tous les francs-maçons de France, et notamment les hauts grades, vont aller soutenir leurs frères d'Amérique, parce qu'en Amérique, c'est la Grande Loge des Anciens qui est prépondérante, parce que la Grande Loge des Modernes, c'est l'Angleterre colonisatrice. On a l'impression, on a le sentiment, on pense que Lafayette est un vrai républicain. En réalité, Lafayette, il était plutôt monarchiste. Lafayette, effectivement, on revient à une grande gloire d'Amérique. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, ce qui est demandé, c'est le cœur du livre, ce qui est demandé par la haute aristocratie, la haute bourgeoisie, etc., ce n'est pas la République, c'est de revenir à la monarchie tempérée d'Henri IV, c'est-à-dire de revenir aux lois fondamentales du royaume. Sous Louis XVI, qui a besoin d'argent à cause de la guerre aux Amériques, Louis XVI va essayer d'éviter les États généraux, qui n'ont pas été réunis depuis la Fronde. Même ils devaient être réunis sous la Fronde et ils ont réussi à ne pas le faire, hein, parce que les États généraux, c'est une élection. On élit des députés. Hein. Et donc, à ce moment-là, les députés viennent aux États généraux avec un mot d'ordre, donner une constitution à la France. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Quand on parle du serment du jeu de paume, hein, on dit le serment du jeu de paume, mais ils ont prêté serment sur quoi? Sur ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. C'est le mot d'ordre. Et sur ce mot d'ordre-là, tous les francs-maçons sont d'accord. Et ils sont derrière le duc d'Orléans. Ce qui va faire capoter la constitutionnalisation qui était voulue par l'ensemble des maçons, qui allait leur faire éclater les maçons, hein, c'est la trahison du roi. Hein, Louis XVI avait prêté serment sur la Constitution. Je rappelle qu'à ce moment-là, d'ailleurs, Louis XVI n'est plus roi de France, mais déjà roi des Français. Hein, il avait prêté serment et en partant le 21 juin 1791, il trahit. Hein, c'est un traître et un parjure. Hein. Et là, Lafayette va s'exiler et il passe à l'ennemi avec son état-major. Hein. Lafayette a soutenu et été efficace pour la Révolution dans un premier temps. Là, il passe à l'ennemi. Alors, les francs-maçons, la Révolution de 1789, elle s'est inspirée de celle de 1688. C'est la franc-maçonnerie qui a été le vecteur de transmission des idées, hein, de ces idées, et c'est ces idées qui vont être portées par un personnage essentiel qui est le duc d'Orléans, hein, qui va pratiquement, il va gagner les élections aux États généraux, hein, et c'est à partir de là que il y aura cet engrenage qui va amener à la Révolution de 1789. Eh bien, Michel Koenig, merci pour toutes ces informations. Merci pour cet ouvrage qui relève la complexité de ces deux révolutions et qui donne des éclairages de complémentarité d'un pays à l'autre, d'une religion à l'autre et d'une maçonnerie à l'autre. Merci beaucoup.